Première partie. Grand gala d'ouverture. L'ouverture d'un nouveau magasin dans une petite ville fait figure d'événement. Pour Brian Rusk, cependant, bien moins que pour d'autres personnes. Tenez, sa mère, par exemple. Il l'avait entendu parler. En principe, il ne devait pas dire comméré, lui avait-elle expliqué. Parce que rapporter des cancans était une mauvaise habitude, et elle ne le faisait pas. Assez longuement au téléphone avec sa meilleure amie, Mira Evans, au cours du mois qui venait de s'écouler. Les ouvriers avaient donné le premier coup de marteau dans le vieux bâtiment qui avait abrité auparavant l'agence immobilière et d'assurance Western Men, à peu près au moment de la rentrée scolaire, et depuis il n'avait cessé de s'activer. Personne néanmoins n'avait la moindre idée de ce qu'ils fabriquaient. Leur premier travail avait consisté à poser une vitrine, et le second à la badigeonner de blanc. Depuis 2 semaines, une enseigne pendait dans l'entrée, au bout d'une ficelle que retenait une applique ventouse en plastique. « Ouverture prochaine », lisait-on. « Le bazar des rêves. Un nouveau genre de boutique. Vous n'en croirez pas vos yeux. »« Ce sera encore un brocanteur », avait dit Amira, la mère de Brian. Cora Rusk, vautrée sur le canapé, tenait le téléphone d'une main et mangeait des cerises enrobées de chocolat de l'autre, tout en regardant Santa Barbara à la télé. « Encore un brocanteur ou un antiquaire avec tout un tas de faux meubles coloniaux américains et de vieux téléphones pourris à cadran. Attends de voir !» Cet échange avait eu lieu peu de temps après l'installation de la vitrine badigeonnée, et elle avait parlé avec une telle assurance que Brian aurait pu croire la question épuisée. Sauf qu'avec sa mère, jamais une question ne paraissait l'être complètement. Ses spéculations et ses suppositions semblaient aussi inépuisables que les problèmes des personnages de Santa Barbara ou de General Hospital. Puis, la semaine dernière, la première ligne du panneau avait été changée. Et on y lisait maintenant « Grande ouverture le 9 octobre. Amenez vos amis. » Brian ne s'intéressait pas autant au nouveau magasin que sa mère, ou que certains de ses professeurs. Il les avait entendus en parler dans la salle des profs du collège de Castle Rock, quand son tour était venu de distribuer le courrier. Mais il avait 11 ans, et un gamin de 11 ans en bonne santé s'intéresse à tout ce qui est nouveau. En plus, le nom de la boutique le fascinait. Le bazar des rêves. Qu'est-ce que cela voulait dire exactement ? Il avait lu la nouvelle première ligne le mardi précédent en revenant de l'école. C'était le jour de la semaine où il sortait tard. Brian avait eu un bec de lièvre à la naissance. On l'avait opéré, mais il devait suivre des séances d'orthophonie. Il affirmait sans sourciller à tout le monde qu'il détestait cela. Mais c'était faux. Profondément et désespérément amoureux de Miss Radcliffe, il attendait avec impatience pendant toute la semaine cette séance spéciale de rééducation. La journée du mardi paraissait interminable, et des papillons lui voletaient agréablement dans l'estomac pendant les 2 dernières heures du cours. Il n'y avait que 3 autres enfants dans la classe, et aucun d'eux ne venait du quartier où il habitait. C'était tant mieux. Au bout d'1 heure passée dans la même pièce que Miss Radcliffe, il se sentait trop exalté pour pouvoir supporter la moindre compagnie. Il aimait rentrer lentement chez lui, alors que l'après-midi tirait à sa fin, poussant sa bicyclette au lieu de pédaler dessus, rêvant d'elle, tandis que les feuilles jaunies et dorées tombaient autour de lui dans les rayons obliques du soleil d'octobre. Son itinéraire lui faisait longer la partie de Main Street située en face du square, et le jour où il vit le panneau qui annonçait l'ouverture, il avait collé le nez à la vitre de la porte avec l'espoir de voir ce qui avait remplacé les bureaux trapus et les murs d'un jaune pisseux de la Western Men. Sa curiosité ne fut pas récompensée. Un store intérieur tiré jusqu'en bas dissimulait le local. Brian ne vit que son propre reflet, les mains en coupe autour des yeux. Le vendredi 4, parut dans l'hebdomadaire de Castle Rock, le Col, une publicité pour le nouveau magasin. Elle était encadrée d'une bordure ornée, et accompagnée, au-dessous du texte, d'un dessin représentant 2 anges dos à dos, soufflant dans de longues trompettes. L'annonce, à vrai dire, n'ajoutait rien à ce que l'on pouvait lire sur le panonceau suspendu à la ventouse. Le nom du magasin était le Bazar des Rêves. Il ouvrirait ses portes à 10 heures du matin le 9 octobre. Et bien entendu, vous n'en croirez pas vos yeux. Pas le moindre indice sur le genre de marchandises que le ou les propriétaires du Bazar des Rêves avaient l'intention de proposer. Voilà, semble-t-il, qui eut le don d'irriter souverainement Cora Rusk, au point, fait exceptionnel, d'appeler Mira un samedi matin. « D'accord, j'en croirai pas mes yeux, » ronchonna-t-elle. « Quand je verrai leur lit en bois tourné soi-disant vieux de 2 siècles, mais où on peut lire l'estampille Rochester ou New York pour peu qu'on prenne la peine de se pencher et de regarder sous le montant, alors là, j'en croirai mes yeux. »
Mira répondit quelque chose. Cora écouta, prenant des cacahuètes, une ou deux à la fois, directement dans la boîte, et les croquant rapidement. Brian et son petit frère Sean, assis sur le sol, regardaient des dessins animés à la télé dans le salon. Sean était complètement fasciné par le monde des Schtroumpfs, mais si Brian ne se désintéressait pas de la communauté des petits hommes bleus, il n'en gardait pas moins une oreille tendue vers la conversation. « Exactement !» s'était exclamé Cora Rusk avec encore plus d'assurance que d'habitude, en réaction à quelque affirmation particulièrement péremptoire de Mira. « Des prix astronomiques pour de vieux téléphones moisis !» La veille, lundi, Brian avait traversé le centre-ville à bicyclette avec 2 ou 3 camarades. Depuis le trottoir d'en face, ils virent que pendant la journée, on avait placé un auvent vert foncé pour protéger la vitrine. « Le bazar des rêves » lisait-on dessus. En lettres blanches. Polly Chalmers, la couturière, se tenait devant sa boutique, et les mains sur les hanches, qu'elle avait particulièrement bien dessinées, contemplait elle aussi l'auvent avec une expression à la fois intriguée et admirative. Brian, qui s'y connaissait en banne, store et auvent, partageait cette admiration. C'était le seul véritable auvent de tout Main Street, et il donnait un cachet particulier au nouveau magasin. Le mot « sophistiqué » ne faisait pas partie du vocabulaire de Brian, mais il vit immédiatement qu'aucune autre boutique de Castle Rock n'avait ce même chic. Avec l'auvent, on aurait dit l'un de ces magasins que l'on voit dans un spectacle télévisé. Western Auto de l'autre côté de la rue paraissait minable et ringard en comparaison. De retour à la maison, il avait trouvé sa mère assise sur le canapé. Elle regardait Santa Barbara en mangeant des biscuits bourrés de calories qu'elle faisait descendre avec du Coca-Cola diététique. Elle buvait toujours ce genre de coke lorsqu'elle regardait les séries de l'après-midi. Brian se demanda pourquoi, étant donné ce qu'elle dévorait en même temps, mais il considéra plus prudent de ne pas poser la question. Elle se mettrait même peut-être à lui crier après, et dans ce cas-là, il était sage de se planquer. « Eh non !» dit-il en lançant ses livres sur le comptoir avant de prendre le lait dans le réfrigérateur. « Tu sais quoi ? Il y a un auvent au nouveau magasin. »« Quoi ? Il y a du vent ?» répondit-elle depuis le séjour. Il se remplit un verre de lait et vint dans l'encadrement de la porte. « Un auvent !» fit-il avec un geste évocateur de la main. « Au nouveau magasin dans le centre !» Elle se redressa, prit la télécommande et coupa le son. Sur l'écran, Al et Corinne continuèrent de s'étendre sur leurs problèmes Santa Barbaresques, dans leur restaurant Santa Barbaresque préféré. Mais seul un spécialiste de la lecture sur les lèvres aurait pu dire ce qu'étaient exactement ces problèmes. « Quoi ? Ce magasin, le bazar des rêves ?»« Ouais, répondit-il en prenant une rasade de lait. « Fais pas autant de raffus en buvant !» Elle enfourna le reste de son encas. « Ça fait un bruit ignoble. Combien de fois je te l'ai déjà dit ? Au moins autant de fois que tu m'as dit de pas parler la bouche pleine, » pensa Brian, qui s'abstint néanmoins de faire ce commentaire à voix haute. Il avait appris très tôt à garder pour lui ce genre de réflexion. « Excuse-moi. Quel genre d'auvent ? Une banne verte. En compressé ou en alu ?» Brian, dont le père vendait des profilés d'aluminium pour Dick Perry Siding and Door Company à South Paris, savait exactement de quoi elle voulait parler. Mais s'il s'était agi d'une banne fixe montée selon ses principes, il n'y aurait même pas fait attention. Les bannes de magasins en métal compressé, on ne voyait que ça. La moitié des maisons de Castle Rock en avaient au-dessus de leurs fenêtres. « Ni l'un ni l'autre. Elle est en tissu. En toile, je crois. Elle dépasse beaucoup et il y a de l'ombre en dessous. Et elle est ronde comme ça. » Prenant bien garde de renverser son lait, il plaça les mains comme s'il tenait un objet arrondi. « Le nom est inscrit au bout. Elle est sensationnelle. »« Elle est raide, celle-là !» C'était le leitmotiv qui servait en général à Cora pour exprimer son excitation ou son exaspération. Brian recula prudemment d'un pas, au cas où il se serait agi de celle-ci et non de celle-là. « Je sais pas. » Elle tendit la main vers le téléphone, un Princess posé sur le bout de la table. Elle dut déplacer le chat Squibbles, le TV Guide et une canette de coke allégée pour l'atteindre. « Mais je trouve ça bizarre. »« Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire le bazar des rêves ? C'est comme... » »« Ne m'ennuie pas maintenant, Brian, maman est occupée. Tu trouveras des Devil Dog dans la panetière si tu veux. Mais n'en prends qu'un, sinon ça te coupera l'appétit pour le dîner. » Elle composait déjà le numéro de Mira, et les deux femmes se mirent à discuter de l'auvent ou de la banne, avec beaucoup d'enthousiasme. Brian, qui n'avait pas envie de manger des Devil Dog, il aimait beaucoup sa mère, mais parfois ce qui lui coupait vraiment l'appétit, c'était de la voir s'empiffrer ainsi. S'assit à la table de la cuisine, ouvrit son livre de mathématiques et commença ses devoirs. Élève brillant et consciencieux,
il ne lui restait que des exercices de maths à faire à la maison. Il avait fini tous les autres à l'école. Tout en déplaçant les décimales et en divisant, il écoutait la conversation de sa mère avec Mira. Elle répétait une fois de plus qu'ils allaient encore avoir une boutique vendant de vieux flacons de parfum qui empesteraient, et les photos d'ancêtres des uns et des autres. Et que c'était une honte de faire commerce de choses pareilles. Il y avait vraiment trop de gens, ajouta Cora, dont la seule devise dans la vie était prendre le fric et ficher le camp. Lorsqu'elle parla de l'auvent, on aurait dit que quelqu'un l'avait délibérément installé pour l'offenser, et y avait admirablement réussi. J'ai l'impression qu'elle estime qu'on aurait dû lui en parler avant, pensa Brian, tandis que son crayon alignait opiniâtrement des chiffres, soustrayait, arrondissait. Ouais, c'était ça. Elle était curieuse pour commencer, et vexée pour finir. La combinaison des deux la rendait malade. Eh bien, elle ne tarderait pas à savoir. Et à ce moment-là, peut-être le mettrait-elle dans le grand secret. Et si elle était trop occupée, il pourrait toujours écouter l'une de ses conversations de l'après-midi avec Mira. Mais en fin de compte, Brian en apprit énormément sur le bazar des rêves bien avant sa mère, Mira, ou n'importe qui d'autre à Castle Rock. Il ne monta pratiquement pas sur sa bicyclette lorsqu'il revint de l'école, la veille du jour de l'ouverture du bazar des rêves. Il était perdu dans une rêverie torride, dont il n'aurait jamais trahi le secret, même mis sur des charbons ardents ou jeté au milieu d'un nid de tarentules, dans laquelle il demandait à Miss Radcliffe de l'accompagner à la foire de Castle County, ce qu'elle acceptait. « Merci, Brian, » dit Miss Radcliffe, et Brian vit de petites larmes de gratitude au coin de ses yeux bleus, d'un bleu tellement profond qu'il paraissait assombri comme un gros nuage. « Je suis, disons, très triste depuis quelque temps. Vois-tu, j'ai perdu mon amour. »« Je vous aiderai à l'oublier, » dit Brian, d'une voix qui était autoritaire et tendre en même temps. « Appelez-moi simplement Bry. »« Merci, » murmura-t-elle. Elle se pencha sur lui, si bien qu'il put sentir son parfum, un arôme édénique de fleurs sauvages, et ajouta « Merci, Bry. Et étant donné que ce soir nous serons plus professeurs et élèves, mais filles et garçons, tu peux m'appeler Sally. » Il lui prit la main, la regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas juste un gamin. Je peux vous aider à l'oublier. » Elle paraissait presque hypnotisée par cette compréhension inattendue, par tant de maturité. Il n'avait peut-être que 11 ans, pensa-t-elle, mais il était plus homme que Lester ne l'a jamais été. Les mains de Sally répondirent à son étreinte. Leurs visages se rapprochèrent. Encore. Encore. « Non, » murmura-t-elle, les yeux si grands et si proches de lui maintenant qu'il aurait pu s'y noyer. « Il ne faut pas, Bry, c'est mal. Au contraire, ma chérie, » répondit-il en posant ses lèvres sur celles de Sally. Elle se recula au bout de quelques instants et murmura tendrement « Elmôme, fais gaffe à où tu vas !» Brutalement arraché à son songe, Brian se rendit compte qu'il venait de s'avancer devant la camionnette de Hugh Priest. « Désolé, monsieur Priest, » dit-il, rougissant furieusement. Hugh Priest était un type qu'il valait mieux éviter de mettre en colère. Il travaillait au service de voirie de la ville et passait pour avoir le caractère le plus épouvantable de tout Castle Rock. Brian l'observa à la dérobée. Si l'homme commençait à descendre de son véhicule, il bondirait sur sa bicyclette et foncerait dans Main Street à une vitesse proche de celle de la lumière. Il n'avait aucune envie de passer le mois suivant à l'hôpital, tout ça parce qu'il s'était allé à rêvasser d'une balade à la foire avec Miss Radcliffe. Mais Hugh Priest tenait une bouteille de bière entre ses cuisses. Hank William beuglait « High and Pressurized » à la radio. Et il se sentait juste un peu trop bien comme ça pour prendre la peine d'aller flanquer une bonne raclée à ce petit merdeux par cet agréable après-midi. « T'as intérêt à garder les yeux ouverts !» dit-il, prenant une gorgée à sa bouteille et jetant un regard noir à Brian. « Parce que la prochaine fois, je me fatiguerai pas à m'arrêter. Je te passerai dessus, petit morveux. Ça te fera les pieds !» Il engagea une vitesse et s'éloigna. Brian éprouva un besoin insensé, et fort heureusement passager, de lui crier d'aller se faire foutre. Il attendit que la camionnette orange du cantonnier eût tourné dans Linden Street et poursuivit son chemin. Sa rêverie avec Miss Radcliffe était gâchée pour la journée. Hugh Priest l'avait ramenée dans la réalité. Miss Radcliffe ne s'était nullement disputée avec son fiancé, Lester Pratt. Elle portait toujours sa bague de fiançailles, avec un petit diamant, et conduisait toujours la Mustang bleue de Lester, en attendant que sa propre voiture fût réparée.
Brian avait encore vu Miss Radcliffe et Lester Pratt hier au soir, qui agrafaient les affichettes «Les dés sont un jeu du diable» sur les poteaux téléphoniques du bas de Main Street, avec d'autres personnes. Ils chantaient des hymnes. Seulement voilà, dès qu'ils avaient tourné le dos, les catholiques venaient les arracher. C'était assez comique dans le fond, mais s'il avait été plus grand, Brian aurait fait de son mieux pour protéger tout ce que Miss Radcliffe aurait pu placarder de ses mains sacrées. Brian pensa à ses yeux bleus foncés, à ses longues jambes de danseuse, et éprouva la même mélancolique stupéfaction qu'il ressentait à chaque fois qu'il se disait qu'en janvier, elle avait l'intention d'abandonner le nom ravissant de Sally Radcliffe pour celui de Sally Pratt, qui sonnait aux oreilles de Brian comme une grosse dame dégringolant dans un escalier. « Eh bien, pensa-t-il, longeant le trottoir pour descendre Main Street sans se presser, elle changera peut-être d'avis. Ce n'est pas impossible. Ou alors Lester Pratt aura peut-être un accident de voiture, ou une tumeur au cerveau, ou quelque chose comme ça. Qui sait s'il ne va pas devenir toxico? Jamais Miss Radcliffe n'épouserait un drogué. » Ce genre de réflexion procurait une sorte de bizarre réconfort à Brian, mais ne changeait rien au fait que Hugh Priest avait amputé la rêverie de son apogée. Il embrassait Miss Radcliffe sur la bouche et lui touchait le sein droit, pendant qu'il s'enfonçait dans le tunnel des amoureux à la foire. Une idée tout de même plutôt farfelue, un gamin de 11 ans qui amène son professeur à la foire. Miss Radcliffe était jolie, mais également vieille. Elle avait dit un jour à ses 5 élèves qu'elle allait avoir 24 ans en novembre. Si bien que Brian replia soigneusement sa rêverie, comme un homme qui replierait un document qu'il a souvent lu et auquel il tient beaucoup, et la remisa sur une étagère dans un coin de son cerveau. À sa place, il se prépara à monter sur sa bicyclette pour faire le reste du chemin. Mais il passait justement devant le nouveau magasin à ce moment-là, et le panneau de la porte attira son œil. Quelque chose avait changé. Il s'arrêta et regarda. « Grande ouverture le 9 octobre, amenez vos amis » avait disparu d'en haut, remplacé par un petit panonceau carré en lettres rouges sur fond blanc. « Ouvert » lisait-on. Et seulement ça. Brian restait immobile, la bicyclette entre les jambes, hypnotisé, sentant son cœur battre un peu plus vite. « Tu ne vas tout de même pas entrer là-dedans, hein ?» se demanda-t-il. « Si vraiment ils ont ouvert un jour à l'avance, tu ne vas pas y aller, non ?»« Eh bien, pourquoi pas ?» se répondit-il. « Eh bien, parce que le badigeon est encore sur la vitrine, le store intérieur toujours baissé. Si tu rentres là-dedans, n'importe quoi peut t'arriver. N'importe quoi. Tiens, pardi, et si le type est un Norman Bates ou un truc comme ça qui s'habille avec les vêtements de sa mère et tue ses clients? Tout juste. Eh bien, laisse tomber. » Intervint le timide en lui, lequel semblait savoir qu'il avait déjà perdu la partie. L'idée était trop tentante. Et puis, Brian s'imagina lâchant d'un ton nonchalant à sa mère. « Au fait, non, tu sais le nouveau magasin Le Bazar des Rêves? Figure-toi qu'il a ouvert avec un jour d'avance. Je suis entré et j'ai jeté un coup d'œil. » C'est là, pour le coup, qu'elle se précipiterait sur la télécommande pour couper le son de la télé. Vous pouvez me croire. Elle ne voudrait pas en perdre une miette. Cette idée fut trop séduisante pour Brian. Il abaissa la béquille de son vélo, s'engagea lentement dans l'ombre de l'auvent et s'approcha de la porte du Bazar des Rêves. Au moment où il posa la main sur la poignée, il lui vint à l'esprit qu'il devait s'agir d'une erreur. On avait placé le panneau là, en vue de l'ouverture le lendemain, et quelqu'un l'avait retourné par erreur. Il n'entendait pas le moindre son en provenance de l'intérieur. Derrière son store baissé, le local donnait l'impression d'être vide. Mais, puisqu'il avait été jusqu'ici, il essaya tout de même de tourner le bouton, lequel pivota sans difficulté sous sa main. La penne se désengagea avec un cliquetis, et la porte du Bazar des Rêves s'ouvrit en grand. Une sorte de faux jour régnait à l'intérieur, mais pas l'obscurité. Brian s'aperçut qu'on avait installé des rails d'éclairage, une spécialité de Dick Perry Siding and Door Company. Quelques-uns des projecteurs étaient allumés. On les avait braqués sur un certain nombre de vitrines et de cabinets de verre, disposés tout autour de la vaste pièce. La plupart étaient vides. Les projecteurs mettaient en valeur les rares objets qui s'y trouvaient. Une moquette, d'une riche couleur bordeaux, recouvrait l'ancien plancher de la Western Man, immobilier et assurance. On avait peint les murs couleur coquille d'œuf. La vitrine badigeonnée laissait filtrer une lumière diffuse, de la même nuance que les murs. « Peu importe, c'est tout de même une erreur, » songea Brian. « Il n'a même pas encore mis son stock en place. Et celui qui s'était trompé avec le panneau avait aussi oublié de fermer la porte à clé. »
Dans de telles circonstances, les règles de la politesse étaient simples. Refermer la porte, enfourcher sa bicyclette et s'éloigner. Néanmoins, il n'avait aucune envie de partir. Après tout, il contemplait l'intérieur du nouveau magasin. Sa mère lui parlerait pendant tout le reste de l'après-midi en apprenant cela. Mais quelque chose le mettait dans tous ses états. Il n'aurait su dire exactement ce qu'il voyait. Il y avait une demi-douzaine d'objets exposés, dans les vitrines. Les projecteurs braquaient sur eux, sans doute dans le but de faire un essai d'éclairage, mais il aurait été incapable de les décrire avec précision. Il pouvait néanmoins dire ce qu'ils n'étaient pas. Des lits en bois tourné ou des téléphones à cadran moisi. « Bonjour » fit-il d'un ton incertain, toujours debout dans l'encadrement de la porte. « Y a quelqu'un » Il était sur le point de refermer le battant lorsqu'une voix répondit. « Je suis ici. » Une haute silhouette, d'une taille qui lui parut tout d'abord démentielle, surgit d'une porte du fond à demi dissimulée par une vitrine, et sur laquelle retombait un rideau de velours sombre. Brian ressentit une soudaine bouffée de peur, brève mais monstrueuse. Puis, la lumière d'un projecteur vint frapper obliquement le visage de l'homme, et sa peur s'évanouit. Le type était très vieux, et son visage respirait la bonté. Il examinait Brian avec intérêt et plaisir. « La porte n'était pas fermée à clé, » expliqua Brian. « Alors j'ai pensé... » « Évidemment, elle n'était pas fermée. J'ai décidé d'ouvrir un petit moment cet après-midi, en avant-première en quelque sorte. Et vous êtes mon premier client. Entrez, mon jeune ami, entrez librement, et laissez en repartant un peu de la joie de vivre qui vous accompagne. » Il sourit et tendit la main. Le sourire était contagieux. Brian éprouva une sympathie instantanée pour le propriétaire du bazar des rêves. Il dut franchir le seuil et s'avancer dans la boutique pour serrer la main de l'homme de haute taille, et il agit sans la moindre hésitation. La porte se referma derrière lui, et Le Pen s'engagea tout seul dans la gâche. Brian n'y fit pas attention. Il était trop occupé à remarquer un détail. Les yeux du géant étaient bleu foncé, exactement de la même nuance que ceux de Miss Radcliffe. Il aurait pu être son père. La poignée de main de l'homme était ferme et assurée, mais pas douloureuse. Quelque chose de lisse, de trop dur aussi. « Je suis content de faire votre connaissance, » dit le garçon. Les yeux bleu foncé se fixèrent sur son visage comme les lanternes encapuchonnées des chemins de fer. « Je suis également ravi de faire la vôtre, » répondit l'homme de haute taille. Et c'est ainsi que Brian Rusk fut le premier citoyen de Castle Rock à rencontrer le propriétaire du bazar des rêves. « Je m'appelle Leland Gaunt. Et vous ?»« Brian Rusk. » »« Très bien, monsieur Rusk. Et étant donné que vous êtes mon premier client, je crois qu'il est normal de vous faire un prix extrêmement avantageux sur tout article qui pourrait vous intéresser. » Merci, mais je crois pas que je pourrais acheter quelque chose dans un endroit comme ici. Je n'aurai mon argent de poche que vendredi et... Il jeta de nouveau un regard dubitatif sur les vitrines. Et on dirait que vous n'avez pas encore tout déballé. Gaunt sourit. Il avait les dents plantées de travers, des dents qui paraissaient plutôt jaunâtres dans la faible lumière. Mais Brian n'en trouva pas moins ce sourire absolument charmant. Une fois de plus, il se sentit presque obligé d'y répondre. « Non, » admit le Leland Gaunt. « En effet, la majorité de mon stock, comme vous dites, doit arriver plus tard dans la soirée. Mais j'ai déjà quelques articles intéressants. Jetez donc un coup d'œil, mon jeune ami. J'aimerais beaucoup avoir ne serait-ce que votre opinion. J'imagine que vous avez une maman, n'est-ce pas ? Oui, bien entendu, un jeune homme aussi bien élevé ne peut être orphelin. Ai-je raison ? Brian acquiesça, toujours souriant. « Bien sûr, elle est à la maison. Voulez-vous que j'aille la chercher ?» ajouta-t-il soudain. Mais il regretta sur le champ d'avoir lancé cette proposition. Il n'avait aucune envie de ramener sa mère ici. Demain, M. Leland Gaunt appartiendrait à toute la ville. Demain, sa mère et Myra Evans viendraient faire la roue devant lui, avec toutes les autres femmes de Castle Rock. Brian se dit que M. Gaunt aurait probablement cessé de lui paraître aussi étrange et original à la fin du mois, sinon à la fin de la semaine. Mais pour le moment, il l'était encore. Pour le moment, il appartenait à Brian Rusk, et uniquement à Brian Rusk, qui trouvait que c'était parfait ainsi.
Il fut donc ravi lorsque le Landgaunt leva une main. Il avait les doigts extrêmement étroits et extrêmement longs, et Brian remarqua que l'index et le majeur étaient exactement de la même taille, et secoua la tête. « Pas du tout. C'est précisément ce que je ne veux pas. Elle amènerait sans doute l'une de ses amies, n'est-ce pas ?»« Oui, admit Brian, pensant à Mira. Peut-être même plusieurs amis. Non, c'est mieux ainsi, Brian. Me permettez-vous de vous appeler Brian et de vous tutoyer ?»« bien sûr, répondit-il amusé. Merci. Et tu m'appelleras Monsieur Gaunt, étant donné que je suis ton aîné, ce qui ne veut pas dire que je vaux mieux que toi, d'accord ?»« d'accord. » Brian ne voyait pas trop ce qu'avait voulu dire le Landgaunt avec cette histoire d'aîné, mais il adorait entendre ce type parler. Et ses yeux étaient vraiment quelque chose. Il avait toutes les peines du monde à en détacher les siens. Oui, c'est beaucoup mieux. M. Gaunt frotta ses longues mains l'une contre l'autre, ce qui produisit un bruissement sifflant. Ça, c'était quelque chose que Brian trouvait moins agréable. On aurait dit le crépitement qu'émet un serpent à sonnette que l'on vient de déranger et qui s'apprête à mordre. Tu vas en parler à ta mère, et peut-être même lui montrer ce que tu as acheté. Si jamais tu achètes quelque chose. Brian envisagea d'avouer à le Landgaunt qu'il disposait en tout et pour tout de 91 cents au fond de ses poches, puis y renonça. Et elle en parlera à ses amis, qui en parleront aux leurs, et ainsi de suite. Vois-tu, Brian? La publicité que tu me feras sera bien supérieure à tout ce que pourrait imaginer de publier le journal local en la matière. Mieux même que de te déguiser en homme sandwich et de te faire arpenter les rues de la ville. Puisque c'est vous qui le dites. Reconnut Brian. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'était un homme sandwich, mais il savait qu'il n'avait aucune envie d'en devenir un. Ce sera amusant de jeter un coup d'œil aux 4 bricoles qu'il y a à voir, pensa-t-il, trop poli pour le dire. Alors vas-y, fit le Landgaunt avec un geste vers les vitrines. Brian remarqua qu'il portait une longue veste de velours rouge. Il s'agissait peut-être même d'une jaquette, comme dans les récits de Sherlock Holmes qu'il avait lus. Très chic. Fais comme chez toi, Brian. Le garçon s'avança lentement vers la vitrine la plus proche de la porte. Il regarda par-dessus son épaule, certain que M. Gaunt allait le suivre. Mais l'homme de haute taille n'avait pas bougé, et l'observait avec un air amusé et madré, comme s'il avait lu dans l'esprit de Brian, et compris combien celui-ci détestait être suivi par le propriétaire d'un magasin quand il examinait la marchandise. Il supposait que les commerçants craignaient la casse ou le vol, voire les deux. « Dites, est-ce que vous venez d'Angleterre ou d'ailleurs » demanda Brian. La manière dont M. Gaunt utilisait le « on » plutôt que le « vous » l'intriguait. Ça lui rappelait l'espèce de vieux beau qui présentait au théâtre ce soir, programme que sa mère regardait parfois, si, d'après TV Guide, il s'agissait d'une histoire d'amour. « Je suis d'Akron. »« C'est en Angleterre ?»« Non, dans l'Ohio. » répondit gravement le Landgaunt, exhibant ses dents fortes et irrégulières en un sourire rayonnant. Ces répliques parurent comiques à Brian, comme il trouvait souvent comiques celles des programmes de variété à la télé. En vérité, c'était toute l'aventure qui le frappait par son côté spectacle de télévision, un peu mystérieux, mais pas réellement menaçant. Il éclata de rire. « Vas-y, regarde, » reprit M. Gaunt avec un geste de la main. « Nous échangerons des histoires une autre fois, Brian. » Brian regarda donc. Seulement 5 objets étaient disposés dans le plus grand des casiers de verre, alors qu'il aurait pu facilement en contenir 20 ou 30 de plus. L'un était une pipe, un autre une photo d'Elvis Presley portant son foulard rouge et son survêtement blanc avec un tigre dans le dos. Le King, comme l'appelait toujours sa mère, approchait un micro de ses lèvres boudeuses. Le troisième objet était un appareil photo Polaroid. Le quatrième, un fragment de roche polie, avec en son centre un trou plein de pointes de cristal. Le projecteur, au-dessus, les faisait chatoyer somptueusement. Le cinquième, un éclat de bois à peu près de la taille de l'index de Brian. Il montra le cristal. « C'est une géode, n'est-ce pas ?»« Tu es un jeune homme cultivé, Brian. C'est exactement cela. J'ai de petites étiquettes pour tous mes objets, mais elles n'ont pas encore été déballées, comme l'essentiel de mon stock. Je vais devoir me démener comme un beau diable si je veux être prêt pour l'ouverture demain matin. » Il n'y avait cependant pas la moindre inquiétude dans le ton de sa voix, et il paraissait tout à fait satisfait de rester dans son coin. « C'est quoi ça ?» demanda Brian en montrant l'éclat de bois. Au fond de lui, il trouvait ces objets disparates bien étranges, pour un magasin installé dans une petite ville. Le Landgaunt lui avait plu instantanément, mais si le reste de son stock était du même ordre, il n'allait pas faire longtemps des affaires à Castle Rock.
Quand on voulait vendre des trucs comme des pipes, des photos du King et des bouts de bois, c'était à New York qu'il fallait ouvrir boutique. Telle était du moins l'idée qu'il s'était faite d'après les films qu'il avait vus. « Ah !» dit le Langaunt. « Voilà un objet intéressant. Permets-moi de te le montrer. » Il traversa la salle, tirant un gros trousseau de clés de sa poche. Il en sélectionna une pratiquement sans chercher, ouvrit la vitrine par le côté et prit délicatement l'éclat de bois. « Donne-moi ta main, Brian. »« Il vaudrait peut-être mieux pas. » Natif d'un état dans lequel le tourisme était une industrie majeure, il avait souvent vu des panonceaux avec ce petit poème. Charmant à regarder, délicieux à tenir, mais le casser, c'est l'acheter. Il imaginait sans peine les réactions horrifiées de sa mère s'il brisait l'éclat de bois ou quoi que ce soit, et que M. Gaunt, soudain moins amical, lui disait qu'il y en avait pour $500. « Et pourquoi donc ?» demanda le Langaunt, levant les sourcils. Il aurait mieux valu dire le sourcil, car il les avait tellement fournis qu'ils se rejoignaient au-dessus de son nez. « C'est que je suis plutôt maladroit. »« Je n'en crois rien. Je sais reconnaître un garçon maladroit lorsque j'en vois un. Toi, tu n'es pas de cette race-là. » Il laissa tomber le fragment de bois dans la paume de Brian. Celui-ci le regarda, surpris. Il ne se souvenait pas avoir ouvert la main pour le recevoir. Et il ne donnait pas l'impression d'être un éclat de bois. On aurait dit plutôt... « On dirait de la pierre !» s'exclama-t-il, d'un ton dubitatif, levant les yeux vers le Langaunt. « C'est à la fois du bois et de la pierre, exactement. Du bois pétrifié. »« Pétrifié !» s'émerveilla Brian. Il regarda l'éclat de bois de plus près et l'effleura du doigt. Le contact était à la fois lisse et bosselé. La sensation n'était pas spécialement agréable. « Il doit être ancien. » « Plus de 2000 ans. » opina gravement M. Gaunt. « Mince alors !» Brian sursauta et faillit laisser tomber l'objet. Il referma la main dessus pour le retenir et, immédiatement, une impression d'étrangeté et de distorsion le submergea. Il se sentit soudain... Quoi ? Pris de vertige ? Non, pas pris de vertige, mais... loin. Comme si une partie de lui-même, arrachée à son corps, venait d'être entraînée ailleurs. Il voyait M. Gaunt le regarder avec intérêt et amusement, mais les yeux de l'homme parurent brusquement prendre la taille de soucoupe. Cependant, cette impression de désorientation n'était pas effrayante, excitante plutôt, et en tout cas plus agréable que l'impression huileuse du morceau de bois pétrifié sous son doigt. « Ferme les yeux, Brian, et dis-moi ce que tu ressens. » Brian obéit à l'invitation et resta un moment sans bouger, le bras droit tendu, le poing tenant toujours l'éclat de bois. Il ne vit pas la lèvre supérieure de le Langaunt se retrousser comme une babine de chien sur ses grandes dents de travers, pendant ce qui, un instant, aurait pu passer pour une grimace de plaisir ou d'anticipation. Il éprouva une vague sensation de déplacement, une sorte de mouvement en tire-bouchon, un son, bref et léger. Teuf, 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 teuf. Il connaissait ce son. « Un bateau !» s'écria-t-il, ravi sans ouvrir les yeux. « J'ai l'impression d'être sur un bateau. »« Vraiment ?» dit M. Gaunt. Sa voix parut incroyablement distante aux oreilles de Brian. Les sensations s'intensifièrent. Il éprouvait maintenant l'impression d'escalader et de descendre au ralenti d'énormes vagues. Il entendait des cris lointains d'oiseaux, et plus près, le bruit de nombreux animaux, une vache mugie, des coqs chantèrent, un gros, très gros félin feula, exprimant non de la rage, mais de l'ennui. Dans cette unique seconde, il sentit presque le bois, ce même bois dont l'éclat avait autrefois fait partie, il en était sûr, sous ses pieds, et comprit qu'il ne portait pas ses chaussures de sport, des Converse, mais des sortes de sandales, et tout s'éloigna, et se réduisit à un minuscule point brillant, comme sur l'écran, lorsque l'on coupe la télé. Puis il n'y eut plus rien. Il ouvrit les yeux, secouait, mais au comble de la joie. Sa main enserrait l'éclat de bois pétrifié avec tant de force qu'il dut produire un effort de volonté pour ouvrir les doigts. Ses articulations grincèrent comme des gonds rouillés. « Eh ben, mon vieux, dit-il doucement. C'est quelque chose, hein ?» lui demanda le Langaunt d'un ton joyeux, prenant le fragment dans la paume de Brian avec l'adresse naturelle d'un médecin retirant une écharde de la chair d'un patient. Puis il le remit à sa place et referma le cabinet vitré avec un geste exagéré. oui,
quelque chose, admit Brian avec une longue expiration, qui était presque un soupir. Il se pencha pour contempler l'éclat de bois pétrifié. Sa main lui démangeait encore à l'endroit où elle l'avait tenu. Les sensations, le pont qui s'inclinait, se redressait, le clapotis des vagues contre la coque, le bois sous ses pieds, tout cela s'attardait en lui, bien qu'il soupçonnât, avec un réel sentiment de chagrin, qu'elle passerait, comme passent les rêves. « Connais-tu l'arche de Noé ?» demanda M. Gaunt. Brian fronça les sourcils. Il était à peu près sûr qu'elle se trouvait dans la Bible, mais il avait tendance à rêvasser pendant les sermons du dimanche et les leçons de catéchisme du jeudi soir. Ce n'est pas celle du bateau qui a fait le tour du monde en 80 jours? Le Lord Gaunt sourit à nouveau. Quelque chose comme ça, Brian. Tout à fait comme ça. Figure-toi que cet éclat de bois proviendrait, paraît-il, de l'arche de Noé. Évidemment, je ne peux pas l'affirmer car les gens me prendraient pour un fief et menteur. Il doit bien y avoir 4000 personnes de par le monde qui essaient aujourd'hui de vendre des bouts de bois qui auraient appartenu à l'arche de Noé. Et probablement 400 000 qui essaient de fourguer des morceaux de la vraie croix. Mais, par contre, je peux affirmer qu'il a plus de 2000 ans, car il a été daté au carbone 14. Et je peux affirmer aussi qu'il provient de Terre Sainte. Bien qu'il ait été trouvé non pas sur le mont Ararat, mais sur le mont Boram. Ces explications furent en partie perdues pour Brian, mais pas le fait le plus marquant. 2000 ans, murmura-t-il. Bigre, vous en êtes vraiment sûr? Tout à fait. Je possède un certificat du MIT où il a été daté au carbone 14. Certificat qui accompagne évidemment l'objet. Mais vois-tu, je crois pour ma part qu'il provient réellement de l'arche. Il contempla le fragment pendant quelques instants, pensif, puis tourna son éblouissant regard bleu vers les yeux noisettes de Brian. Une fois de plus, le garçon se sentit paralysé par ce regard. Après tout, le mont Boram est à moins de 30 km du mont Ararat, à vol d'oiseau. Et on a commis de bien plus grandes erreurs d'estimation quant au lieu d'échouage d'un bateau, même grand, en particulier lorsque l'histoire s'est transmise oralement pendant des générations avant d'être finalement consignée par écrit, tu ne crois pas? Oui, ça paraît logique, admit Brian. Et de plus, l'objet produit cette étrange sensation lorsqu'on le tient. Ce n'est pas ce que tu dirais. Et comment? Le Lord Gaunt sourit et ébouriffa les cheveux du garçon, rompant le charme. Sais-tu que tu me plais, Brian? Si seulement tous mes clients pouvaient s'émerveiller comme toi, la vie serait alors plus facile pour un humble commerçant dans mon genre. Combien demanderiez-vous pour une pièce comme celle-ci? Voulut savoir Brian. Il montra l'éclat de bois pétrifié d'un doigt encore mal assuré. Il commençait seulement à se rendre compte à quel point l'expérience l'avait affecté, comme s'il avait porté un coquillage à l'oreille et entendu le bruit de la mer, mais en Dolby Stereo Sound Surround. Il espérait ardemment que M. Gaunt le lui laisserait tenir à nouveau, peut-être même un petit peu plus longtemps, mais il ne savait comment le demander, et le Lord Gaunt ne lui proposa pas. « À vrai dire, répondit l'homme, les mains jointes sous le menton, le regard malicieux, avec un objet comme celui-ci, comme avec la plupart des bons objets que je vends, ceux qui sont véritablement intéressants, ça dépendrait de l'acheteur, de ce que le client accepterait de payer. Combien accepterais-tu d'y mettre, Brian? Je ne sais pas, avoua le garçon, pensant aux 91 cents au fond de sa poche. Puis il lâcha. Beaucoup d'argent. Le Lord Gaunt renversa la tête et se mit à rire de bon cœur. Brian remarqua à ce moment-là qu'il s'était trompé sur un détail auparavant. Il avait remarqué, au moment où M. Gaunt avait fait son apparition, sa chevelure grisonnante. Maintenant, il se rendit compte qu'elle était seulement argentée à hauteur des tempes. Sans doute s'était-il tenu sous l'un des projecteurs, conclut Brian. Eh bien, tout cela est passionnant, Brian. Mais j'ai vraiment beaucoup de travail qui m'attend d'ici à demain matin 10 heures. Et donc... Oui, bien sûr, le coupa Brian, qui se rendit brusquement compte qu'il venait d'oublier les bonnes manières. Moi aussi je dois y aller. Désolé de vous avoir retenu si longtemps. Non, non, tu m'as mal compris. Le Lord Gaunt posa une main au long doigt sur le bras de Brian. Celui-ci eut un mouvement de recul. Il espéra que son geste ne paraîtrait pas trop discourtois, mais il n'avait pu le retenir. Le contact de la main de M. Gaunt, dure et sèche, avait quelque chose de désagréable. Une impression pas très différente en réalité de celle que lui avait procuré le fragment de bois pétrifié, venu de l'arche de Noël, quelque chose comme ça.
Mais M. Gaunt était bien trop à ce qu'il disait pour remarquer la réaction de recul instinctif de Brian. Il se comporta comme si c'était lui, et non le jeune homme qui venait de commettre un impair. « Je voulais simplement dire qu'il était temps de parler affaires. Il ne servirait à rien en réalité de regarder les quelques autres objets que j'ai réussi à déballer. Il n'y en a pas beaucoup, et tu as vu les plus intéressants de ce qu'ils sont. Néanmoins, je connais avec assez de précision ce que contient mon stock, même sans la feuille d'inventaire. Et je pourrais avoir quelque chose qui te ferait plaisir, Brian. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? » Bon sang! s'exclama Brian. 1000 choses au moins lui auraient fait plaisir, et c'était une partie de son problème. Lorsqu'on lui posait la question aussi abruptement, il était incapable de dire laquelle de ces 1000 choses lui ferait le plus plaisir. Il vaut mieux ne pas trop y réfléchir. Il parlait d'un ton indifférent, mais ce n'était pas de l'indifférence que l'on aurait lu dans ses yeux, qui étudiaient attentivement le visage de Brian. Lorsque je te dis, Brian Rusk, que désires-tu le plus ardemment au monde en ce moment ? Quelle est ta réaction ? Vite ! Sandy Koufax! Répondit-il vivement. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait eu la main ouverte pour recevoir le morceau de bois pétrifié de l'arche de Noël, jusqu'au moment où l'objet avait pesé dans sa paume. Et il n'avait pas eu conscience de ce qu'il allait dire en réaction à la question de M. Gaunt, tant que les mots n'étaient pas sortis de sa bouche. Mais lorsqu'il s'entendit les prononcer, il sut qu'il n'y avait rien de plus vrai. Sandy Koufax, Répéta M. Gaunt, songeur. comme c'est intéressant. Enfin, pas Sandy Koufax lui-même, mais sa carte de baseball. Des tops ou des fleers ? Demanda le Lord Gaunt. Brian n'aurait jamais cru que cet après-midi allait lui révéler des surprises encore plus agréables. Mais le fait était là. M. Gaunt s'y connaissait tout aussi bien en cartes de baseball qu'en bois pétrifié et en géode. C'était stupéfiant, vraiment stupéfiant. Les tops! Je suppose que c'est sa carte de première année qui t'intéresse. Fit le Lord Gaunt d'un ton de regret. Je ne pense pas pouvoir faire quelque chose pour toi dans ce cas, mais... Non, pas celle de 1954, celle de 1956. C'est la carte de 56 que j'aimerais avoir. J'ai une collection de cartes de baseball de cette année-là. C'est mon père qui m'a donné l'idée de cette collection. C'est amusant et il y en a que quelques-unes qui valent cher. Al Kalin, Mel Partnell, Roy Campanella, des types comme ça. J'en ai déjà plus de 50, y compris Al Kalin. Elle coûtait 38 billets. Je peux vous dire que j'en ai tondu des pelouses pour avoir Al. Je te crois volontiers, Admit M. Gaunt avec un sourire. Oui, comme je disais, les cartes de 56 ne sont pas très chères en général. 5 $, 7, quelquefois 10. Mais une Sandy Koufax en bon état coûte entre 90 et 100 billets. Ce n'était pas une grande vedette cette année-là, mais évidemment les choses ont changé depuis l'époque où les Dodgers étaient à Brooklyn. Tout le monde les traitait de traîne-patins, c'est mon père qui me l'a dit. Ton père a raison à 200%. Je crois que j'ai quelque chose qui va te rendre très heureux, Brian. Attends-moi ici. Il écarta le rideau de velours et disparut, laissant Brian à côté de la vitrine qui contenait l'éclat de bois, le Polaroid et la photo du King. Brian dansait presque d'un pied sur l'autre d'espoir et d'impatience. Il se dit d'arrêter de faire l'idiot, même si M. Gaunt possédait une carte de Sandy Koufax, et même si elle datait des années 50 et de son passage chez les Tops, elle serait probablement de 55 ou de 57. Et si elle était vraiment de 56 ? En quoi cela changerait-il quelque chose pour lui, alors qu'il avait moins d'$1 en poche ? Eh bien, je pourrais toujours y jeter un coup d'œil, non ? Ça ne coûte rien, un coup d'œil. Autre phrase favorite de sa mère. De la pièce située derrière le rideau lui parvint le bruit de caisses que l'on déplace et de coups assourdis, quand elles étaient posées à terre. « Juste une minute, Brian. » lança le Lord Gaunt. Il semblait un peu hors d'haleine. « Je suis sûr qu'il y a une boîte à chaussures quelque part. » Ne vous donnez pas tant de peine pour moi, monsieur Gaunt, lui répondit Brian sur le même ton, avec l'espoir que le propriétaire du bazar des rêves se donnerait autant de mal qu'il le faudrait. « Cette boîte se trouve peut-être dans l'expédition que j'attends. » Le Lord Gaunt avait parlé d'un ton dubitatif. Brian sentit son cœur se serrer. Puis... « Mais si, j'en étais sûr. Elle est là. Elle est bien là. » Cette fois-ci, son cœur se dilata, et fit même plus que se dilater. Il sauta en l'air et accomplit un double saut périlleux. Le vieil homme souleva de nouveau le rideau. Il avait les cheveux légèrement ébouriffés, et on voyait des traces de poussière sur sa jaquette de soirée. Il tenait à la main une boîte, ayant contenu autrefois une paire de chaussures de sport Air Jordan,
qu'il posa sur le comptoir. Sous les yeux de Brian, venu se placer à sa gauche, il souleva le couvercle. La boîte était remplie de cartes de baseball, chacune dans son enveloppe protectrice en plastique, tout à fait comme celle que Brian achetait parfois à la boutique de North Conway, dans le New Hampshire. « J'espérais qu'il y aurait une fiche d'inventaire jointe, mais pas de chance, » dit M. Gaunt. « Néanmoins, j'ai une idée assez précise de ce que je possède en stock, comme je l'ai déjà dit. C'est le secret, lorsqu'on tient un commerce où l'on vend un peu de tout. Et je suis absolument certain d'avoir vu... » Il n'acheva pas sa phrase et commença à parcourir rapidement les cartes. Brian les regardait défiler à toute vitesse, muet d'étonnement. Le type de la boutique de North Conway détenait une jolie collection, pour un plouc, comme ajoutait toujours son père, de vieilles cartes, mais le contenu de tout son magasin n'était rien en comparaison des trésors jetés en vrac dans cette ancienne boîte à chaussures. Il y avait des cartes de tabac à chiquer avec des photos de Ty Cobb et de Pie Traynor, des cartes de cigarettes avec celles de Babe Ruth, de Joe DiMaggio et de Big George Keller, et même de Hiram Dyson, le lanceur manchot qui avait joué dans les White Sox pendant les années 40. « Lucky Strike Green est sur le front !» proclamait plus d'une des cartes de cigarettes. Et là, à peine eut-il le temps de l'apercevoir, un visage large et solennel, au-dessus d'une tenue de l'équipe de Pittsburgh. « Mon Dieu, mais c'est Théonus Wagner, non ?» s'exclama Brian. Son cœur lui faisait l'effet d'un tout petit oiseau qui se serait égaré au fond de sa gorge et y voltait, pris au piège. « C'est la carte de baseball la plus rare de tout l'univers !»« Oui, oui, » répondit le Langaunt d'un ton absent. Ses longs doigts rabattaient les cartes rapidement, défilaient des visages d'une autre époque, prisonniers de leur protection en plastique transparent, des hommes qui avaient frappé de la batte, rattrapé la balle ou regagné acrobatiquement leur base. Héros d'un âge d'or, enfin, un âge qui suscitait des rêves joyeux et vivants chez le jeune garçon. Un peu de tout. Voilà le secret de la réussite pour une entreprise comme la mienne, Brian. Diversité, plaisir, émerveillement, satisfaction. C'est aussi le secret d'une vie réussie, d'ailleurs. Je n'ai pas de conseil à te donner, mais s'il y en avait un seul, ce serait déjà pas si mal de garder celui-là en mémoire. Bon, voyons. Ça doit bien être quelque part. Ah ! Il tira une carte du milieu de la boîte, comme un prestidigitateur qui fait un tour, et la déposa triomphalement dans la main de Brian. C'était bien Sandy Koufax. C'était bien une carte des Tops de 56. Et elle était signée. « À mon vieil ami Brian, avec mes meilleurs vœux, Sandy Koufax !» lut Brian d'une voix étranglée. Étranglée, au point qu'il fut incapable d'articuler un mot de plus. Il leva les yeux sur M. Gaunt, la bouche s'ouvrant et se fermant. Le Langaunt sourit. « Je n'avais rien prévu de pareil, Brian. C'est juste une coïncidence. Mais une sacrée belle coïncidence, non ?» Brian ne pouvait toujours pas parler, et il se borna donc à acquiescer d'un unique hochement de tête. L'enveloppe de plastique et son précieux contenu paraissaient étrangement pesants dans sa main. « Sors-la donc !» l'encouragea M. Gaunt. Lorsque Brian retrouva finalement la voix, il coissa comme un gazé de la guerre de 14-18. « J'ose pas !»« Mais si, vas-y !» insista l'homme, qui prit l'enveloppe des mains de Brian. Il glissa un doigt parfaitement manucuré, et de l'ongle retira la carte qu'il déposa dans la main de Brian. Il apercevait de minuscules creux à la surface de la carte, ceux laissés par la plume du stylo avec lequel Sandy Koufax avait signé son nom, et écrit celui de Brian. La signature de Sandy Koufax était presque identique à sa signature imprimée, sauf que cette dernière se lisait Sanford Koufax. Mais la signature manuscrite était 1000 fois mieux parce qu'elle était réelle. Sandy Koufax avait tenu cette carte et apposé sa marque dessus, la marque de ses mains, si vivantes, et de son nom magique. Mais il y avait en plus le propre nom de Brian. Sans doute un garçon avec le même prénom que lui avait-il attendu près du vestiaire avant une partie, et Sandy Koufax, le véritable Sandy Koufax, jeune et fort, ses années de gloire encore à l'état de simple promesse, avait pris la carte qu'on lui avait tendue, et d'où se dégageait encore probablement un parfum douceâtre de chewing-gum rose, et apposé sa marque dessus. « C'est-à-dire aussi la mienne !» songea Brian. Soudain, lui revint une fois de plus l'impression qu'il l'avait submergé lorsqu'il avait tenu dans sa main le morceau de bois pétrifié, mais bien plus puissamment ce coup-ci. Agréable odeur d'herbe fraîchement coupée, lourd claquement de frêne contre de la peau de cheval, cris et rires en provenance de la cage de base. « Bonjour, monsieur Koufax. Pouvez-vous me signer une carte, s'il vous plaît ?»
Un visage étroit, des yeux bruns, des cheveux sombres. Il soulève un instant sa casquette, se gratte la tête à hauteur de ses premiers cheveux, remet la casquette. « Bien sûr, petit !» Il prend la carte. « Comment t'appelles-tu »« Brian, monsieur. Brian Seguin. » Scritch, scratch, scrotch sur la carte. La magie, les lettres de feu. « Veux-tu devenir joueur de football quand tu seras grand, Brian ?» La question sonne comme si elle était récitée par cœur, et il parle sans lever les yeux de la carte qu'il tient dans sa grande main droite, afin d'écrire avec sa main gauche, celle qui ne va pas tarder à devenir magique. « Oui, monsieur. » Alors répète tes exercices. Et il lui tend la carte. « Oui, monsieur. » Mais déjà Sandy Koufax s'éloigne, tout d'abord au pas, puis au petit trot sur l'herbe fraîchement coupée, en direction des vestiaires, tandis que son ombre trottine à côté de lui. « Brian ? Brian !» De longs doigts claquent sous son nez, ceux de M. Gaunt. Brian sort de son hébétude et voit l'homme qui le regarde amusé. « Es-tu bien là, Brian ?»« Désolé, » répondit le garçon rougissant. Il savait qu'il aurait dû rendre la carte, la rendre et sortir d'ici, mais il se sentait incapable de s'en séparer. M. Gaunt le regardait droit dans les yeux, droit dans la tête, aurait-on dit, et une fois de plus, il lui était impossible de détourner le regard. « Bon, » dit l'homme doucement, « disons, Brian, que tu es l'acheteur. Disons cela. Combien es-tu prêt à payer pour cette carte ?» Brian sentit le désespoir venir lui écraser le cœur. « Je n'ai que... » Chut ! Fit sèchement le Lord Gaunt, avec un geste de la main gauche. « Veux-tu bien te mordre la langue ? Jamais l'acheteur ne doit dire au vendeur de combien il dispose. Autant lui donner son portefeuille et retourner ses poches pendant le marchandage. Si tu ne sais pas mentir, ne dis rien. C'est la première règle d'une honnête négociation, Brian, mon garçon. » Ses yeux si vastes, si sombres. Brian avait l'impression d'y nager. « Il y a 2 prix à payer pour cette carte, Brian. En 2 parties. Une moitié est en argent, l'autre en accomplissant quelque chose. Me comprends-tu ?»« Oui, » souffla Brian. Voici que de nouveau il se sentait loin, loin de Castle Rock, loin du bazar des rêves, même loin de lui-même. Les seules choses réelles dans cet endroit lointain étaient les 2 grands yeux sombres de M. Gaunt. « Le prix à payer en argent pour cette carte autographe de Sandy Koufax de 1956 est de 85 cents. Est-ce que ça te paraît correct ?»« Oui, » répondit Brian d'une voix lointaine et affaiblie. Il se sentait lui-même devenir petit, minuscule, et approcher du point où il n'aurait plus le moindre souvenir précis. « Bien, » fit la voix caressante de Leland Gaunt. « Notre petit marchandage se passe très bien jusqu'ici. Quant à ce qu'il faudra faire, connais-tu une femme du nom de Wilma Jerzik, Brian ?»« Wilma, bien sûr. » répondit Brian du fond de l'obscurité croissante. « Elle habite de l'autre côté du bloc par rapport à nous. » »« Oui, c'est ce qu'il me semble. Écoute-moi bien, Brian. » Sans doute, l'homme de haute taille continua-t-il à parler, mais Brian ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit. Souvenir suivant, M. Gaunt le met gentiment à la porte en lui disant tout le plaisir qu'il avait pris à faire sa connaissance, et en lui demandant de rapporter à sa mère et à tous ses amis qu'il avait bien été traité et avait conclu un marché parfaitement honnête. « Certainement, » répondit Brian, qui se sentait déboussolé, mais aussi très bien, comme s'il venait de se réveiller d'un rafraîchissant petit somme en début d'après-midi. « Et reviens me voir !» ajouta le Lord Gaunt, juste avant de refermer la porte. Brian se retourna, le panneau y pendait toujours, mais on y lisait maintenant « Fermé !» Brian avait l'impression d'être resté des heures dans la boutique du bazar des rêves, mais l'horloge devant la banque affirmait qu'il n'était que 4h moins 10, un peu moins de 20 minutes. Il s'apprêtait à monter sur sa bicyclette, mais au lieu de cela, appuya le guidon contre lui et enfouit les mains dans les poches de son pantalon. De l'une, il retira 6 piécettes d'un cent en cuivre brillant. De l'autre, la carte autographe de Sandy Koufax. Il avait apparemment conclu une sorte de marché, sauf que sa vie aurait-elle été en jeu, Brian n'aurait su dire en quoi il consistait. Il se souvenait seulement que le nom de Wilma Jerzik avait été mentionné. « À mon meilleur ami Brian, avec mes meilleurs vœux, Sandy Koufax. » Peu importait le marché conclu, il valait la peine. Une carte comme celle-ci n'avait pratiquement pas de prix. Brian la glissa soigneusement dans son sac à dos, pour qu'elle ne fût pas pliée, monta sur la bicyclette et se mit à pédaler vigoureusement en direction de sa maison.
Il garda le sourire tout le long du chemin.